Bien, bonjour à tous. Élodie Tremboise, donc de la Chambre d'agriculture de Bretagne, donc avec Flore Lepelletier de la ferme de la Blanche Maison. On va commencer par vous présenter une présentation sur les prairies riches en légumineuses que l'on a menées dans nos deux stations. Donc deux essais effectivement qui visaient dans notre cas à réduire en période estivale l'affouragement et la consommation de concentrés azotés par le pâturage de prairies riches en légumineuses. Du coup, à la Blanche Maison, il était question de faire pâturer deux lots de jeunes animaux, génisses et bœufs d'âge de 13 mois de moyenne, en pâturage tournant sur 1,8 hectare chacun, avec donc un lot sur une prairie naturelle et l'autre sur un pâturage de prairies riches en légumineuses. Donc riche en légumineuses, avait à peu près la composition du semis qui avait été réalisé, avec un mélange de raie gras anglais, fétuque et un mélange de trèfle blanc hybride et violet. Donc l'idée c'était de comparer ces deux lots en pâturage tournant qui n'étaient pas complémentés. Donc là on a choisi de présenter les résultats de 2022 avec un été, comme vous le savez, qui était particulièrement marquant sur le pâturage. Donc pour la ferme de Trévarez, donc nous c'est un essai qui a été mené sur 3 années. Donc 2021 où l'essai a été mené entièrement, 2022 où malheureusement les conditions climatiques ne nous ont pas permis de poursuivre l'essai, donc il a été arrêté en juillet et il a été renouvelé l'année dernière. Donc on était nous sur un essai sur des vaches laitières de race Primolstein en début de lactation. Donc on avait deux lots de 20 vaches, un lot qui était en bâtiment, donc sur une ration à base d'ensilage de maïs à volonté, 4 kg d'ensilage d'herbe et une correction azotée à 260 g de tourteau de colza par kilo de maïs ensilage distribué. Et le lot expérimental, donc c'était un lot où on avait un objectif d'ingestion de 5 kg de matière sèche de parcelles riches en légumineuses, avec 11 kg de maïs ensilage à loge et 4 kg d'ensilage d'herbe, et une correction azotée qui a évolué. Donc on était sur 2,9 kg de tourteau de colza la première année, et en 2023 on est descendu à 2,4 kg de tourteau de colza. Pour les parcelles, donc on est sur des parcelles avec du RGA, du trèfle violet, trèfle hybride et trèfle blanc, et on était sur des parcelles à la fois sur des implantations d'automne et sur des implantations de printemps. En ce qui concerne donc les performances végétales, donc on a eu une très forte variabilité sur les taux de légumineuses. Donc on visait sur des parcelles à plus de 60% de légumineuses, ce que l'on a eu sur l'année 2021. Malheureusement, les taux étaient plus bas en 2022 et on soupçonne un impact de la sécheresse 2022 qui a eu des conséquences sur 2022 et 2023. Une densité pareille qui a évolué avec l'âge des prairies entre quasiment 190 et 300 kg de matière sèche par centimètre et par hectare. La pousse, par contre, s'est maintenue autour de 50 kg. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malgré la sécheresse 2022, ces parcelles riches en légumineuses sont celles qui sont le mieux comportées dans la phase de sécheresse sur l'été 2022, puisque c'était là où on avait les meilleures pousses, malgré le fait qu'on n'a pas pu mener l'essai jusqu'à son terme. C'est quand même sur l'ensemble du parcellaire de Trévarez celle qui s'en sortait le mieux. Au niveau donc des performances zootechniques, on est en fonction des années entre un maintien de la production laitière et une perte de 2 kg de lait par vache et par jour. On n'a pas d'effet sur les taux et donc du coup on a une marge sur coût alimentaire qui dans la meilleure des cas est positive de 42 € par vache et par jour. Et quand on a une perte de lait, bien entendu, elle bascule négative. Et quant à l'empreinte environnementale, donc l'empreinte carbone de ce genre de pâturage, on est sur un effet nul sur l'empreinte carbone. Donc maintenant, l'une des questions qui reste à poser, c'est aussi le vieillissement de ce genre de prairies, puisqu'on voyait bien que quand même, sur la 3e année, on avait quand même les taux de légumineuses qui disparaissaient très nettement. Sur la partie Blanche Maison, donc en termes de résultats zootechniques, on avait des performances de croissance en 2022 pour le lot en prairies riches en légumineuses autour de 740 grammes contre 600 grammes en prairies naturelles.
Voilà, on voulait tester l'allongement du pâturage en période estivale. En 2022, ça a été le cas dans la Manche en tout cas, puisque du coup, le lot en prairie multi-espèces nous a pu pâturer 21 jours de plus que le lot qui se trouvait sur une prairie naturelle. Ce qui fait que pendant la période où le lot en prairie naturelle n'a pas pu pâturer, effectivement, on a dû affourager et complémenter ce lot. Et du coup, on estime que voilà, le pâturage de prairies riche en légumineuses nous a permis d'économiser à la fois du fourrage conservé, donc grosso modo pour 10 génies CBE, une tonne de matière sèche sur la période, et également des concentrés, puisqu'ils recevaient un mélange d'orge et de colza. En termes de valeur des prairies, on a eu des différences importantes sur la période entre le début de la saison estivale et la fin, avec le retour de la pluie. Donc en termes de MAT, sur la prairie riche en légumineuses, on était entre 16 et 24% selon la période. Prairie naturelle qui était, ma foi, de qualité très correcte, aux alentours de 14 à 23% selon la période. Et en termes du FL, de 1 en moyenne à 1,5 sur la prairie naturelle, ce qui nous fait une herbe valorisée de 8,4 kg de matière sèche par animal par jour sur la prairie riche en légumineuses, contre 6,7 sur le lot prairie naturelle. Merci. Donc maintenant, on va laisser la place au pâturage hivernal. Donc bonjour, un petit exposé maintenant sur le pâturage hivernal que nous allons vous présenter à deux voix. Donc Julien Fortin de la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou. Et Paul Hérien de la ferme expérimentale de Trévarès. Avance. Voilà, Paul de Trévarès. Alors pourquoi s'intéresser au pâturage hivernal? Deux clés d'entrée. La première, c'était, vous en êtes témoin, des évolutions climatiques qui font qu'on a des hivers qui sont quand même beaucoup moins prononcés, en tout cas sur les températures négatives, donc qui offrent des opportunités de dynamique de pousse de l'herbe, et on s'interroge sur l'opportunité d'aller chercher cette herbe par la voie du pâturage. Pourquoi? Ça va dans le sens des premiers exposés de ce matin, c'est qu'il y a un enjeu valeur alimentaire, aller chercher la protéine à moindre coût, et c'est ces deux clés d'entrée qui nous ont fait travailler, en tout cas initier des travaux de recherche sur cette problématique. Alors de nombreux questionnements, on ne partait pas de rien, mais quand même beaucoup de questions. La première, c'était des questions autour des techniques et du mode de pâturage à privilégier. Alors là, on s'est interrogé en fait sur les catégories animales qui étaient les plus adaptées pour ce pâturage hivernal, avec une hypothèse que plus on avait des bovins de format important ou de poids important, du coup, plus c'était compliqué. Et la deuxième, c'était les notions de chargement global à l'échelle de l'hiver, mais aussi chargement instantané. Ensuite, qui dit pâturage hivernal dit impact sur le couvert. Donc, quel mode de valorisation de ce couvert, la quantité de biomasse valorisée, l'impact direct sur ce couvert, s'il est abîmé, voire détruit, et les conséquences derrière sur les repousses de printemps. Et enfin, des questions sur les conséquences zootechniques et économiques. Est-ce que nos animaux, en fait, ils vont bien valoriser cette ressource et derrière exprimer des performances, en tout cas, qui vont satisfaire les objectifs qu'on s'est fixés initialement? Et est-ce qu'on a un gain économique à faire pâturer les animaux en hiver par rapport à une conduite dite plus traditionnelle en bâtiment? Du coup, quelques freins identifiés pour le pâturage hivernal. Le premier, c'est l'excès d'eau en hiver, et surtout avec des conditions climatiques dans les 3 stations où on peut avoir plus ou moins d'intempéries, qui mènent en général à une dégradation des prairies et donc une condition donc, sur l'importance des sols et un peu étudier les conséquences du piétinement. Et dernier frein, une méconnaissance des stocks et de la valeur alimentaire de l'herbe qu'on peut retrouver en hiver et donc qui mène aussi à comment la valoriser, quoi. Alors pour ce faire, on a construit plusieurs dispositifs sur 3 sites expérimentaux. Le premier, la Blanche Maison, donc en Normandie. L'idée étant d'avoir de la diversité dans nos sites expérimentaux sur la phase hivernale. Donc là, la Blanche Maison, plutôt une zone bien arrosée, 950 mm par an. En tout cas, on ne considère pas que la pluviométrie est limitante. Par contre, avec des sols limono-argileux. Donc a priori, voilà, plutôt un point négatif sur la capacité à supporter un pâturage hivernal du fait d'une part importante d'argile. À Trévarès, là, des conditions larges en pluviométrie, mais potentiellement, du coup, pouvant être pénalisées, ce pâturage hivernal, avec des excès d'eau supérieurs en moyenne à 1200 mm par an, et toujours sur des sols limono-sableux. Et après, on est allé chercher un autre extrême, donc Torigny d'Anjou, des sols très superficiels, limono-sableux cette fois-ci, avec, pour le coup, une pluviométrie favorable au pâturage hivernal. Pour une fois qu'on peut le dire, on le dit.
Donc, pour continuer un peu sur le contexte de ces 2 années d'essai, ces 2 premières années d'essai, on a eu un hiver 2021-2022 assez sec, avec des conditions plutôt favorables pour le pâturage hivernal, parce qu'on a eu 30% de pluviométrie en moins. Donc, dans le cadre de la Blanche Maison et de Trévarez, ça nous a permis d'avoir des conditions de portance améliorées, on va dire. Et un hiver 2022-2023 avec une pluviométrie plus importante. Et donc, du coup, on a pu tester les limites un peu du pâturage hivernal. Et donc, ces 2 années d'essai ont mené au graphique que vous voyez sur votre droite, qui résume en gros la pousse sur l'hiver pour les 3 stations expérimentales, donc en kilogrammes de matière sèche par jour et par hectare. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on observe en gros qu'on a une pousse tout au long de l'hiver entre 5 et 10 kg et qu'on retrouve les mêmes dynamiques de pousse sur les 3 stations avec des démarrages plus ou moins importants suivant les conditions pédoclimatiques. Alors sur la partie animale, on est resté sur les 3 sites avec des animaux en croissance, des bœufs et des génisses. On a quantifié leurs performances zootechniques, donc par des écarts de poids pour aboutir à des GMQ. Et on a aussi quantifié les quantités de fourrage qui étaient ingérées, tant sur la partie pâturée que sur la partie affouragement, lorsqu'elle était nécessaire. Donc sur la ferme de Trévarez, on a travaillé sur des génisses Primolstein gestantes, de 19 mois. À la Blanche Maison, c'était des bœufs de 24 mois, donc là des animaux en croissance. Et à Torigné, 2 catégories animales, des bœufs limousins et des bœufs et génisses issus d'un croisement limousin-angus entre 10 et 24 mois, donc des animaux là aussi en croissance. Donc, dans le but d'étudier l'impact du pâturage hivernal sur les prairies, on a comparé donc des zones en défend qui ne sont pas pâturées durant l'hiver avec des zones pâturées, et ce à travers plusieurs volets. Donc on a étudié plusieurs points. Le premier, donc évaluer la quantité d'air valorisée par les animaux en hiver lorsqu'on les fait pâturer. Suivre l'état du couvert post-pâturage, et notamment l'évolution de la composition floristique en lien avec le pâturage hivernal. Et puis mesurer la production et qualifier la composition botanique de ces prairies-là au printemps. Donc évaluer si le pâturage hivernal a eu un impact sur la production de ces prairies-là. Donc pour ça, plusieurs méthodes de mesure, donc des herbomètres, à la fois pour pouvoir quantifier la pousse et puis aussi des hauteurs, les hauteurs valorisées, les densités du couvert à travers des tris et leur évolution floristique, des échantillons d'air pour les valeurs alimentaires et enfin des observations pour tout ce qui est le volet dégradation et piétinement des prairies. Du coup, on aboutit à ces 3 dispositifs que l'on a schématisés. Donc, dans un premier temps, sur la ferme de Torigné en orange, un dispositif en pâturage tournant, avec des rythmes en moyenne de retour sur les parcelles de transition, de changement de parcelle tous les 5 jours, avec une hauteur herbomètre moyenne en entrée de parcelle supérieure à 7 cm. Un chargement global sur l'hiver relativement faible, 0,5 UGB par hectare. Par contre, un chargement instantané à 7 UGB par hectare. Et on était sur 2 types de prairies, une prairie naturelle et une autre prairie dite à flore variée, donc association raies anglais, fétuque, trèfle blanc, trèfle hybride, lotier, implanté sous couvert, comme Patrice vous l'a raconté tout à l'heure. Donc pour la Blanche Maison, 2 types de pâturage ont été comparés. Un pâturage libre avec une hauteur moyenne d'entrée à 11,2 cm, donc avec un chargement moyen à 1 UGB par hectare et un chargement instantané à 1 UGB par hectare également. Et en comparaison avec du pâturage tournant, donc avec une hauteur entrée à 10,2 cm, des temps de séjour de 5 jours environ, on est toujours sur un chargement moyen à 1 UGB par hectare, mais cette fois-ci on a un chargement instantané à 8 UGB par hectare. Et donc d'un point de vue des prairies, c'était des prairies permanentes et des prairies temporaires de raies anglais, fétuque, trèfle blanc, trèfle violet et trèfle hybride. Et enfin pour Trévarez, donc un lot pâturant qui a fonctionné également en pâturage tournant, avec des hauteurs entrées de 9 cm et des temps de séjour d'environ 8 jours, des chargements moyens faibles avec 0,3 UGB par hectare et un chargement instantané de 3,2 UGB par hectare. On était sur des prairies temporaires de raies anglais, trèfle blanc, et donc en comparaison avec un lot bâtiment qui était uniquement nourri à l'enrubanage. Donc pour continuer, donc la moyenne des résultats des 2 hivers pour la Blanche Maison, c'est donc 65 jours de pâturage pour les 2 lots, que ce soit pour le pâturage libre ou pour le pâturage tournant,
des 4,3 tonnes de matière sèche valorisée pour le pâturage libre par les animaux, qui mènent une ingestion d'environ 9,2 kg de matière sèche par animal et par jour. Et ils ont été affouragés à hauteur de 3,3 kg de matière sèche par animal et par jour. Et pour le pâturage tournant, donc 4,6 tonnes de matière sèche valorisée par les animaux, des ingestions autour des 9 kg de matière sèche par animal et par jour aussi, et on est à peu près sur les mêmes niveaux d'affouragement puisque on est à 3,4 kg de matière sèche par animal et par jour. Donc pour continuer sur les systèmes laitiers, Trévarez, donc les animaux qui ont pâturé pendant 87 jours en moyenne sur les 2 années d'essai, avec 5,2 tonnes de matière sèche valorisée par Cygénis tout au long de l'hiver, et des ingestions autour de 10 kg de matière sèche par animal et par jour. Donc en comparaison avec le lot en bâtiment qui était lui nourri à l'or rubané, 5,4 tonnes de matière sèche d'or rubané consommée sur l'hiver par les Cygénis, et donc qui mène à des ingestions d'environ 10 kg de matière sèche par animal et par jour également. Et pour Taurinier, donc on a réussi en moyenne sur les 2 années à faire pâturer les animaux pendant 75 jours. Ils ont bien valorisé, ce qu'on était allé chercher 0,84 tonnes de matière sèche d'herbe au pâturage par hectare, et ça satisfait des capacités d'ingestion classiques qu'on a sur nos animaux. Alors ensuite, on veut vous présenter des choses sur voilà, ce constat sur l'herbe valorisée. Donc je vous ai dit qu'à Taurinier, on a valorisé 0,84 tonnes de matière sèche par hectare. Donc ça, c'est un constat suite à des observations en hauteur entrée autour de 8,7 cm et en hauteur de sortie 5,1 cm. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu, et de là ressort les 0,84 tonnes de matière sèche par hectare. Par contre, on peut s'interroger sur le taux de valorisation de cette herbe. Est-ce qu'il est satisfaisant? Parce que valoriser 0,84 tonnes de matière sèche, si on avait 2 tonnes en entrée de parcelle, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, si on n'avait qu'une seule tonne de matière sèche en entrée de parcelle, ça commence à devenir intéressant. Et là, on a regardé en fait le taux de valorisation de l'herbe par rapport à un idéal. Donc l'idéal, on se l'est fixé à une hauteur de sortie de paddock à 4,5 cm herbomètre. Et vous voyez, c'est ce que vous voyez sur la courbe des abscisses, des taux de valorisation qui varient entre 60% et 110%. Donc 60%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de valorisation. Et 110, en fait, c'est que la hauteur de sortie a été inférieure à 4,5 cm à l'objectif qu'on s'était fixé. On a voulu essayer d'expliquer ces taux de valorisation. Qu'est-ce qui pouvait les faire varier? Donc on a fait des mesures qualitatives, en fait, sur l'état du couvert. On a qualifié le pourcentage d'herbe souillée et le pourcentage de refus herbacé à l'issue de la sortie des animaux. Donc c'est ce que vous avez sur l'axe des ordonnées. En fait, on a fait des notations de 0 à 6. Plus vous allez vers le haut, plus l'herbe, en fait, elle est souillée ou la quantité de refus est importante. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Bien sûr, on a une légère corrélation, une tendance évidente entre le taux de valorisation et la quantité d'herbe souillée ou refusée. Plus celui-ci est important, plus le taux de valorisation est faible. Alors du coup, cette tendance, certes, elle est évidente, mais elle n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que y a d'autres facteurs à intégrer, que sont la nature des prairies. Il semblerait, au regard de nos premières observations, que les prairies naturelles acceptent beaucoup mieux ce pâturage hivernal que les prairies temporaires qui rentrent dans la rotation. Ça dépend aussi de la pluviométrie antérieure, les jours avant ce pâturage hivernal, mais aussi de la pluviométrie instantanée, qui peut être facteur en fait de souillage du couvert herbacé. Et enfin, un effet sûrement du chargement instantané. En conclusion, quand même, on a un taux de valorisation en fait sur ce dispositif de 85% de l'herbe par rapport à l'idéal, donc qui est tout à fait satisfaisant et qui nous permet de dire aujourd'hui que le pâturage hivernal est tout à fait envisageable à l'échelle du système. Donc, pour continuer, une des grosses questions autour du pâturage hivernal, c'était quelle valeur alimentaire de l'herbe en hiver. Donc, ce qui est ressorti des moyennes des 3 stations sur les 2 ans, c'est que c'est une herbe de bonne qualité qui est feuillue avec des très bonnes valeurs alimentaires. On est entre 16 et 21% d'AMAT suivant les stations expérimentales et environ 0,9 UFL à chaque fois, avec une digestibilité assez élevée. Et donc, c'est de l'herbe qui est à aller valoriser, quoi. Du coup, une herbe de qualité qui permet de bonnes performances sur les animaux. Globalement, sur le modèle laitier, tant sur la partie génisse gestante que bœuf, on a des croissances supérieures à 800 grammes par jour. À Trévarez, supérieur à 900 grammes par jour en moyenne, donc de très bonnes performances. Et à Taurinier, on va plutôt être à 550-600 grammes par jour en moyenne, après en fonction des catégories animales.
Donc ça reste de très bonnes performances, surtout au regard en fait des témoins qui sont en bâtiment et des animaux qui ont des besoins modestes certes, mais auxquels on ne demande pas beaucoup de croissance, parce qu'on préfère jouer sur les phénomènes de croissance compensatrice en sous-alimentant les animaux en hiver pour qu'ils compensent au printemps. Là on arrive à avoir de très bonnes croissances sur la phase hivernale, et avec cette conduite on s'affranchit aussi de deux phénomènes qui sont importants dans l'établissement du poids des animaux, c'est les transitions alimentaires sur lesquelles on s'affranchit du coup au moment du début de l'hiver et de la mise à l'herbe, parce que là les animaux sont tout le temps à l'herbe, donc on s'affranchit de ces effets de transition alimentaire. Donc un autre point important, c'était donc le pâturage s'inscrit aussi dans une optique d'autonomie protéique, et avec ça on peut aussi constater les économies de fourrage qu'on a pu réaliser tout au long de l'essai, avec la comparaison donc, de nos animaux qui pâturent et de ceux qui sont restés en bâtiment. On voit que pour les 3 stations, les résultats sont plutôt encourageants, parce que par exemple pour Torigny d'Anjou, ça a représenté une économie de 7,1 tonnes de matière sèche de foin, 750 kg de févrole et 3,3 tonnes de paille. On a à peu près les mêmes résultats, on a des résultats aussi encourageants pour les 2 autres stations, 14 tonnes de matière sèche d'enrubanage économisées pour la blanche maison et 3 tonnes de paille. Et pour le troupeau de Trévarez, 10 à 12 tonnes de matière sèche économisée d'enrubanage pour 12 génisses et 3,4 tonnes de paille. Et donc, des résultats qu'on a, des mesures qu'on a réalisées à Trévarez, et pour fournir un peu une première tendance au niveau du temps de travail que ça représente, donc en comparant le lot qui pâturait avec le lot qui restait en bâtiment. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour le lot au pâturage, on était environ à 10 à 20 minutes à consacrer à ce lot-là par jour, contre 5 à 10 minutes pour le lot en bâtiment. Et c'est surtout pas les mêmes tâches à effectuer, puisqu'en bâtiment, ça va être du raclage, du paillage et de la distribution d'enrubanné. Et au pâturage, on va surtout être sur la vérification des clôtures, aller faire des visites quotidiennes et puis le changement de paddock, quoi. Donc c'est des résultats qui vont être étoffés avec les autres années d'essai et qui demandent à être approfondis. Dernier point que l'on souhaitait vous présenter, c'était l'impact sur les repousses de printemps. On a vu que le pâturage hivernal, a priori, il présente de nombreux avantages, mais est-ce qu'il va pénaliser les repousses derrière au printemps? Donc dans chacune de nos parcelles, en fait, on avait des zones en défend qui n'ont pas subi ce pâturage hivernal. Et on a regardé l'impact, l'effet du coup de ce pâturage hivernal sur l'état de la biomasse sur le premier cycle de printemps, avec du coup dans ces diagrammes. Sur la gauche, en fait, vous avez en vert le témoin, donc la zone qui a été mise en défend. Donc là, c'est l'accumulation de biomasse faite sur l'hiver plus le début de printemps, avec une récolte début de printemps. Et sur le diagramme qui est juste à côté, vous avez la bande en vert du coup qui correspond à la pousse de printemps, et ce qui a été assuré, c'est ce qui a poussé l'hiver. Qu'est-ce qu'on se rend compte là, quel que soit en fait le site, c'est que globalement, sur cette dynamique de pousse d'hiver et ce cycle de printemps, on n'a pas d'effet délétère du pâturage hivernal. Globalement, on est sur le même niveau de biomasse. Donc du coup, pas d'impact négatif de ce pâturage hivernal jusqu'au premier cycle de printemps. On est allé un peu plus loin en regardant l'impact sur les valeurs nutritives sur ce premier cycle de printemps, toujours sur la zone en témoin et la zone qui avait été pâturée en hiver. Et là, petite surprise. Donc c'est les diagrammes du milieu. On va d'abord regarder la MAT et après les UFL. Le témoin, sur notre herbe qui n'a pas été pâturée en hiver, on est à 14,9 de MAT. Donc quelque chose d'assez classique qu'on a sur un premier cycle de printemps. Par contre, la zone qui a été pâturée en hiver, elle est à 16,8. Donc un gain en MAT. Et quand on l'analyse conjointement avec l'effet biomasse, on se rend compte que cette modalité pâturage hivernal permet un gain de 17% de productivité en MAT. Même logique sur les UFL, là le gain il est modeste, et quand on l'analyse conjointement avec l'effet de biomasse, cette fois-ci, le pâturage hivernal engendre en moyenne une légère baisse de la quantité d'UFL produite par hectare. Donc ça nous interroge en fait sur le moyen de valoriser ces premiers cycles de printemps suite à un pâturage hivernal. En fait, ce pâturage hivernal, on peut l'assimiler à un déprimage qui permet derrière de gagner sur la valeur nutritive. Et du coup, des valeurs nutritives comme celles qu'on a notamment sur la MAT à 16,8, elles sont très importantes et largement supérieures aux besoins que nos animaux peuvent avoir sur le premier cycle de printemps. Donc du coup, cette stratégie pourrait encourager en fait plutôt des récoltes sur ces premiers cycles de printemps qui ont subi des pâturages hivernales, parce que comme ça, on va chercher un maximum de MAT qu'on peut valoriser derrière en ration hivernale.
Et donc pour conclure, les premières conclusions qu'on a pu faire de ces 2 années d'essai, donc déjà des conditions variables selon les hivers et selon les conditions, selon les 3 fermes expérimentales, qui implique qu'il faut adapter aussi ses pratiques de pâturage en fonction de son contexte pédoclimatique. En moyenne, les animaux sur les 3 stations ont pâturé pendant 2,5 mois, donc c'est à peu près toute la période hivernale, ce qui montre que c'est tout de même possible, même dans les conditions les plus humides. Pour l'instant, pas d'effet délétère constaté sur les prairies et peu de modifications de la composition botanique. C'est des résultats qui, bien sûr, sont à enrichir avec les prochaines années d'essai. Une économie d'aliments, de fourrage et de concentré qui est certaine, puisque comme les animaux sont dehors, ils ne consomment pas d'enrubanné et donc de fourrage stocké. Et une économie d'énergie avec la mécanisation qu'implique d'avoir des animaux en bâtiment. Et enfin, un impact sur le temps de travail à confirmer avec également les prochaines années d'essai. Je vous remercie. Merci pour la présentation. Félicitations à Paul pour la première. Il est apprenti. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Non, pas pour le moment. Ah, alors y en a-t-il dans la salle? Ouais, attendez le micro. Ah, on n'entend pas plus. Donc c'est une question sur le parasitisme. Sur tout ce qui va être... Vous entendez ou pas? C'est bon? Bon, allez-y, posez-la, je vais traduire. Donc la question est sur la gestion du parasitisme et le temps de retour entre 2 passages. Ouais. Alors pour Trévarez, ce qu'il faut savoir, c'est que les géniches gestantes pâturent en hiver les pâtures des vaches laitières. Donc au niveau du parasitisme, on n'a pas constaté d'impact. Et donc en fait, non, on n'a pas constaté d'impact de par ce biais-là, de par ce facteur-là justement. Ouais. Julien, je me permets de compléter pour Trévarez. En fait, nos génisses pâturent dès leur première année. Donc, en fait, pour les questions de parasitisme, elles ont les temps de contact suffisants dès leur première année de pâturage. Et quand elles sont en fait sur le pâturage hivernal en 2e année, on n'a pas ces problèmes-là parce qu'elles ont eu les temps de contact avant. À Taurigné, réponse similaire, encore plus simple parce que les animaux du coup passent quasiment toute leur vie dehors. Et puis après, sur les rythmes de pâturage, en fait, on n'a pas vraiment de temps de retour sur la phase hivernale parce qu'ils vont valoriser un seul cycle. Donc en fait, le retour derrière du 2e cycle de pâturage, entre guillemets, il est à plus de 2 mois. Donc on est largement protégé par rapport au cycle des parasites qui peuvent être problématiques. Alors, quand vous parlez de pâturage hivernal, c'est quelle date? Décembre, janvier, février. Ça a commencé en novembre sur les génisses, je crois. Ouais, à Trévarez, on a commencé à partir de la première quinzaine de novembre, en plus quoi. Du coup. Bruno a une question. L'Est et l'Est. Oui, donc Bruno Faucheron, donc je viens de l'Est, hein, c'est pour ça que je vais poser cette question-là qui va peut-être vous étonner. En fait, nous, dans l'Est, enfin Jean-Gal Martial, hein, nos animaux sont plutôt dans les bâtiments et en fait, c'est assez mal vu de laisser des animaux courant l'hiver pour des raisons de bien-être animal. Et si on le fait, en fait, il y a des coups de fil à la mairie et c'est très peu répandu. Et pour ceux qui le font, même s'il y a un abri, même s'il y a la nourriture, même s'il y a de l'eau, ben ils sont regardés un petit peu de travers. Est-ce que c'est cette situation-là également chez vous? Est-ce que c'est possible? Est-ce que le regard de la société par rapport à ça, est-ce que ça pose des soucis ou des questions? Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième partie de ma question, elle est un peu plus technique. Alors, soit j'ai pas bien écouté, ou soit j'ai pas tout saisi. C'est sur les quantités de production et des conséquences sur l'année future en termes de rendement hectare. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, ce qui est prélevé pendant l'hiver est retiré sur la période. C'est bien ça, j'ai bien compris. Donc en fait, on déplace en fait
la production annuelle et on prélève sur la durée hivernale. Donc c'est des quantités qu'on aura en moins sur le printemps. Voilà. Par contre, on gagne en valeur nutritive et on gagne en économie de fourrage distribué. Et pour la question un peu sur la vision d'avoir des animaux dehors, c'est une question qu'on va tenter de répondre très Varèse avec cette année, la mise en place d'un protocole pour évaluer s'il y a un mal-être ou non des animaux qui pâturent durant l'hiver. Et c'est également des questions qui reviennent pas mal dans toute la Bretagne, parce qu'avec un projet notamment Winterpat, donc qui vise un peu à comprendre et à recenser les personnes qui font du pâturage hivernal. Ça fait partie aussi des questions qui se posent et des freins qu'ils peuvent avoir, cette vision-là des gens extérieurs sur leur pratique, quoi. Et à Torigny, aucun retour négatif de voir des animaux dans notre contexte sur la phase hivernale, voire même l'inverse. Plutôt des choses positives parce que les conditions de pâturage, enfin, la boue n'existe pas dans le dispositif en fait. Enfin, on n'a jamais de conséquences vraiment négatives. Et peut-être juste pareil pour compléter, en fait sur Trévarez, on est sur des tout petits lots d'animaux, donc en fait on n'est pas dans des situations où visuellement on a des génisses dans la boue ou des vaches dans la boue en fait. On est sur des lots de 6 génisses sur des parcelles de 1 hectare, donc en fait visuellement il n'y a pas ces problèmes-là. Et donc du coup pas de remarques de riverains ou de voisins. Merci. Alors, on va J'avais un petit complément sur cette question quand même. J'avais 2 questions en ligne. Est-ce qu'il y a une question de réglementation aussi là quelles sont les réglementations? Est-ce qu'il y a une réglementation sur le pâturage hivernal? Et tant que j'y suis, une question autour des temps. Est-ce qu'il y a eu des temps d'attente entre la fin de la pâture hivernale et de la début de l'exploitation au printemps? Mais vous avez déjà un peu évoqué ça. Alors des temps d'attente, non. Enfin, si j'ai bien compris, j'ai du mal à comprendre. Temps de retour. Le temps de retour. Le temps de retour, il peut être, c'est-à-dire que si on espère avoir la même biomasse en entrée de parcelle, il va être plus long. Mais on a vu que à même temps de retour, en fait, on a une productivité moindre celui d'un pâturage hivernal. Voilà. Et la réglementation, a priori, rien. la réglementation, donc je traduis, la réglementation fait état de ne pas laisser les animaux dehors sans point d'eau et d'alimentation, en sec, et d'abri. Il y avait le constat, vous m'entendez? Oui, le constat d'une augmentation du taux de matière azotée totale. C'est lié à quoi? Au fait que c'est des feuilles d'herbe qui sont prélevées et qui ne se dégradent pas au cours de l'hiver, et donc du coup, c'est par ce biais-là? J'ai pas écouté le début, tu peux la reformuler, Pierre? Je suis désolé. En fait, le constat, c'est qu'il y a plus de matière azotée totale. Oui. Et donc la raison, c'est quoi? C'est parce qu'on bouffe des feuilles qui auraient disparu de toute façon. Alors, c'est ça, il y a plusieurs, on ne sait pas exactement, mais il y a deux grosses hypothèses. C'est que cette herbe issue du pâturage hivernal, elle a été plus azotée par les bouses et les pissards. Voilà, premier élément. Et puis le deuxième, c'est que la biomasse, elle est moindre. Donc il y a un effet de dilution à l'avantage de la modalité qui a été pâturée en hiver parce que moins productive. Et c'est pour ça qu'au final, on a un gain de MAT. Ouais. D'abord, j'avais une question toute bête. C'était des résultats d'essai hiver 2022-23. Donc, la question, compte tenu de l'eau qu'on a eue cet automne, est-ce que vous avez, a priori, même si vous n'avez pas analysé les mêmes résultats sur cet hiver, qui est très pluvieux. Et la deuxième question, c'était quand vous regardez le premier cycle de pâturage, c'est kiff-kiff en rendement, mais si vous prenez les cycles de pâturage qui suivent, est-ce qu'il n'y a pas une dégradation sur les cycles qui suivent liés au pâturage hivernal? On n'a pas regardé les deuxième, troisième cycles. On s'est arrêté au premier cycle. Voilà. Donc on ne peut pas strictement y répondre. Et visuellement, on est incapable de donner une tendance. L'hiver 2023-2024, effectivement, plus vieux. Le pâturage hivernal, globalement, je vais parler pour Torigny, se passe bien. Les performances zootechniques, on est sur les mêmes ordres de grandeur. Par contre, c'est le taux de valorisation qui est inférieur, parce que la quantité d'herbe souillée est beaucoup plus importante. Donc de l'herbe qui est salie par de la terre.
voilà, qui fait qu'on va avoir un taux de valorisation qui va être moindre. Merci. On va s'arrêter là. Dire qu'il y a un dispositif sur vaches laitières qui est en cours et vous aurez les résultats dans 2 ans. Ah oui, la vidéo. On a donc une petite vidéo pour terminer sur complémentation des rations et réduction, amélioration de l'autonomie. Je pense. Dans la plupart des troupeaux de l'ouest de la France, le fourrage principal qui est utilisé pendant l'hiver, c'est l'ensilage de maïs, qui nécessite d'une complémentation azotée pour avoir une ration équilibrée énergie-azote pour des vaches en lactation. Or, ce complément azoté, c'est souvent du soja qui est importé d'Amérique du Sud. Et donc, si l'on veut améliorer l'autonomie protéique de nos rations et réduire l'empreinte environnementale, le lot témoin a reçu la ration qu'on utilise habituellement, à savoir ensilage de maïs à volonté, 4 kg d'ensilage d'herbe et à peu près 4 kg de colza, de tourteau de colza. En comparaison, donc un lot de vaches de même potentiel génétique a reçu la ration expérimentale ABCD qui comportait de l'ensilage d'herbe précoce à volonté et une quantité limitée de colza, limitée à 1 kg par vache et par jour. Alors les 2 hivers, nous avons pu noter une différence d'ingestion, une baisse d'ingestion importante dans le régime ABCD à base d'ensilage d'herbe et ensilage de maïs épi. Et cette baisse d'ingestion importante a entraîné une diminution de la production laitière d'environ 6 kg par vache et par jour. Nous n'avons pas observé de différence entre les 2 lots en matière de taux, de santé ou de reproduction des animaux. Et ça donne quoi sur l'environnement ? Durant le premier hiver de cet essai, nous avons été équipés de 2 greenfeed, qui sont des appareils qui permettent de mesurer les émissions de méthane entérique des animaux tout au long de la journée. Grâce au greenfeed, nous avons constaté une diminution des émissions de méthane entérique pour les vaches de la ration ABCD. Cette baisse d'émissions de méthane s'explique par une ingestion en moins. En conséquence, en faisant le lien avec la baisse de production laitière, l'empreinte carbone du lait des 2 lots est équivalente. D'un point de vue économique, l'essai ABCD a montré que le coût alimentaire de la ration expérimentale était plus faible que celui de la ration témoin. Mais comme on produit moins de lait, à l'échelle du système, un choix doit être fait d'un point de vue économique entre une baisse des livraisons ou une augmentation du nombre d'animaux et donc des surfaces nécessaires en plus pour nourrir le troupeau. Si je récapitule, une ration plus autonome, mais moins de lait et peu d'effet sur l'empreinte carbone du lait. C'est une approche économique à faire selon son système. Cet essai a été financé par un projet Interreg Transmanche ABCD dont l'objectif était de mettre en place des leviers pour réduire l'empreinte carbone des exploitations laitières dans le Finistère et en Cornouailles anglaise.